Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the D. Bonjour le King. Alors, comment ça va déjà? Magnifique, je vais bien et toi-même. Bah ça va très bien, écoute, il y a eu un week-end particulièrement chargé là, entre le 18 et 19 décembre. On va commencer directement avec Jake Paul qui a mis KO Tyron Woodley. Toute la planète est choquée. Toi, qu'en as-tu pensé? Oui, choqué aussi, je ne m'y attendais pas. C'est surtout que on a toujours cette impression qu'avec des petits gants en MMA, bon, on s'attendrait plus à ce que Tyron Woodley fasse un plongeon comme il a fait la tête en avant dans un octogone de MMA que finalement dans un ring où tu as des gants qui sont quand même un peu plus rembourrés. Mais bon, Jake Paul, il a fini par trouver son or. Ça fait quelques temps qu'il creuse et qu'il essaie de se rendre intéressant. Et bah, c'est le combat. Le combat, tout peut se passer, tout peut arriver. Et il n'a pas arrêté de chercher. Il a eu des combats qui n'étaient pas terribles. Il a eu, et puis finalement, là, on y est. Il a attiré l'attention du monde. Et, euh, et donc voilà, il a tapé au bon endroit avec de la conviction. Il a tapé le plus fort qu'il puisse et ça a payé. Et c'est magnifique parce que d'ailleurs, heureusement qu'il le fait parce que le combat était éclaté au sol. C'était voilà quoi. Jusqu'à l'instant du chaos, le combat il n'a pas lieu d'être. Tu vois. Enfin, tu te dis c'est soporifique, les gars s'embrassent, ils se collent parce qu'ils ne veulent pas boxer. Et là, bah voilà, il a tout changé. Il a tout remis les pendules à l'heure. Il a donné envie à tout le monde de reparler de lui. Il a tout récupéré tous ses fans. Il est reparti là. Là, il est bien. Et pour toi là, est-ce que tu penses qu'il peut durablement être dans les sports de combat? Il parle même d'aller en MMA, c'est que de la com? Non, il est malin. C'est juste que lui, vous voyez sport de combat performance. Lui, il va sport de combat showman. Alors que depuis le début, il le sait, il ne peut pas faire la compétition avec des personnes de haut niveau. Cependant, il peut combattre avec des personnes qui produisent de l'argent. Lui, il peut, enfin, comment il s'est dit? Masvidal dit, pour le clasher, même si Masvidal, il veut quand même ce combat, hein, il veut le clash, mais bon, il le pique en disant, moi, je combats pour l'argent et moi, je combats avec des gens qui peuvent me faire gagner beaucoup d'argent, ou je combats avec des personnes qui sont Les meilleurs du euh, monde. très forts, les meilleurs du monde, dont l'UFC, ou alors je viens vers la boxe si c'est bien payé. Toi, tu parles des sommes, tu racontes des histoires de 50 millions, machin, mais ça n'existe jamais dans tes trucs. On sait combien tu touches. Machin. Il a raison, il essaie de le piquer. C'est vrai que les gens se trompent beaucoup sur les combats de Tuilet et tout ça. C'est pas un modèle business, c'est pas un vrai modèle business, c'est pas un sport, c'est pas, comment expliquer? Les gens comparent ça à l'UFC en disant l'UFC ne paye pas bien alors qu'en boxe on paye bien. Ça n'a rien à voir. Si l'UFC payait comme ça les athlètes, alors il n'y aurait pas d'UFC. L'UFC aurait fermé boutique depuis. Ce que je te dis, c'est que chaque fois qu'il y a un combat de Jack Paul, il y a un recommencement éternel de tout ce qui vient de se faire. Quand il combat, les caisses se vident, la société littéralement, on va dire, ferme, les gens sont à peine payés, il n'y a plus rien, et ensuite on recommence un nouveau modèle. C'est juste, on réunit des personnes sur une soirée, on fait le maximum d'argent qu'on peut faire, tout disparaît, il n'y a pas un truc suivi, il n'y a pas des employés, il n'y a pas un truc qui est carré, il n'y a pas, voilà quoi. Donc, c'est vraiment à ne pas confondre, il faut faire la différence avec ça. Donc, sur ce modèle-là, euh, c'est ce que lui, il a choisi. Lui, il a choisi ça en disant, je sais que je peux pas aller, sinon je ne demanderai pas Anderson Silva, je n'irai pas demander, voilà, je n'irai pas demander, je ne vais pas demander Tommy, vu, je veux des personnes qui sont moyennement bonnes. Comme ça, je fais durer mon buzz. Il le sait, il le dit clairement. Il n'est pas là pour aller faire la compétition avec des jeunes qui ont la pêche, qui sont vraiment des vrais boxeurs. C'est pas son but pour le moment. Et donc, et les boxeurs qui vont le chercher, bon, on sait clairement pourquoi ils vont le chercher. Il y a l'oseille à la clé, ils peuvent dire ce qu'ils veulent et tout. Il y a l'oseille quand même facile pour
soi-disant facile pour Woodley, mais là, ça s'est mal passé. Mais en tout cas, oui, il n'y a rien à dire. Il a réussi à trouver ce qu'il fallait pour remettre du piment dans son modèle business. À lui. Parce que je dis encore, le modèle business de la boxe telle qu'elle est faite là, n'est pas, il y a pas, c'est pour ça que la boxe est morte. C'est pour ça que Dana White se moque de la boxe. Parce que ils peuvent brasser 200 millions en une soirée, mais ce n'est pas un chiffre d'affaires. C'est juste des personnes qui se sont réunies. Toi, moi, tout le monde, on a payé du pay-per-view. L'argent est arrivé. C'est comme si tu allais à une soirée et puis il y a une table de poker. Il y a un mec qui arrive. Il n'y a pas de réinvestissement. Ouais. Voilà, il ramasse son poker et s'en va. Mais c'est pas du réinvestissement. C'est pas l'UFC qui va construire un UFC Institute, qui va planifier des choses, qui va payer les employés, qui va recruter les employés. Ce n'est pas un modèle business. Ça, il faut que les gens le comprennent. Et à contrario, là je vais un petit peu sur le côté, je m'éloigne du sujet, mais Matchroom Boxing avec Eddie Hearn. Toi, est-ce que justement ce que lui fait en boxe, est-ce que c'est quelque chose qui t'intrigue un peu parce qu'on a l'impression qu'il fait ce qu'il faut faire en boxe tout en ayant un petit peu le modèle de l'UFC, tu vois? Il faut que tu expliques ce qu'il fait en boxe. C'est-à-dire, par exemple, là, parce que... Vas-y. C'était pour dire qu'il arrive sans avoir des stars, par exemple. Je me souviens de Derek Chisora contre Usyk. Ils avaient tapé le million de pay-per-view au Royaume-Uni avec Matchroom. Aussi, là, il y a récemment, là, c'était, je crois, ce week-end ou la semaine d'avant, Matchroom, ils ont aussi récupéré les droits des fléchettes. Et ils arrivent à faire ça, mais t'as une ambiance de dingue comme si t'étais dans un stade de foot, quoi. Parce qu'ils ont réussi, peut-être, je sais pas s'ils réinvestissent, mais en tout cas, à ce qu'il y ait une espèce de patte Matchroom Boxing, en tout cas. C'est exactement ça. Le truc, c'est que l'entertainment, si tu veux faire du business à long terme, tu dois trouver un produit magique que tu vends. Et c'est là où ça se joue, en fait. C'est que la manière dont tu vas construire ta fight card, la manière dont tu vas choisir tes personnes, il faut que ce soit en adéquation avec ce que tu as envie de vendre comme produit magique. Il faut surtout que quand tu as fini de vendre ce produit magique, qui n'était pas coûté plus cher que ce que tu ne fais. Ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, les matchs de boxe de super fights comme Jake Paul et machin sont des matchs qui coûtent plus cher que ce que ça ne peut coûter. Le modèle ne peut pas durer. On est obligé de faire un événement, on stoppe tout, on recommence un événement, on stoppe tout. Tu peux pas programmer. Alors que ce dont tu parles, c'est, OK, je vais chercher les personnes pas très connues, mais qui attirent l'attention. Je vais aller sur un territoire comme l'Angleterre où le pay-per-view se vend correctement. Il y a plein d'éléments qu'on met en place pour devenir un monsieur qui vend de l'entertainment. Et là, oui, c'est là où ils sont bons, c'est là où il y a la différence. Mais les modèles, ils sont complètement différents. Voilà, et en tout cas, l'UFC, eux, ils investissent, ils capitalisent. Et là, ils avaient essayé d'investir sur quelqu'un qui s'appelle Chris Duckhouse, qui était numéro 7 mondial. Et Fernand a beaucoup communiqué là-dessus sur Twitter. Il y a Derrick Lewis qui a encore une fois gâché la fête. Bon, bien évidemment, Derrick Lewis, toi, tu le connais bien parce que tu t'es retrouvé face à lui à 2 reprises. Bon. Un cauchemar. Un cauchemar, ce monsieur. Un bordel. Un bordel, Derrick Lewis. Mais ça me fait plaisir pour lui, déjà parce qu'on a sympathisé et que c'est un mec pépère à la base. Et puis au-delà de ça, il est violent. Enfin, il est officiellement le mec le plus violent de l'UFC, définitivement. Il inflige des KO que personne ne sait faire, tu vois. Et à n'importe qui, enfin, c'est effrayant de savoir que ce mec a couché Volkov. Il a couché Curtis Blade. Il a couché qui d'autre comment il s'appelle? Travis Brown. Travis Brown. Non, restons sur les nouveaux parce que moi, quand on me cite Travis Brown, ça me gêne. Je ne compte pas. Restons que sur ceux qui sont encore dans le roster parce que c'est ça le problème. Stipe aujourd'hui, la dernière personne que Stipe est battu de toute sa vie, c'est Francis. Dans l'UFC. Il n'y a plus un fighter qui existe dans l'UFC que Stipe a battu.
Tu sais ça, il n'y a plus personne, tout le monde a disparu. Ils sont à la retraite, c'est fini. Oh non. À date Oh aujourd'hui, non. Stipe, Oh non, non. non, 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 mais non, Stipe n'a plus battu quelqu'un dans le roster. Tout le Ah, monde qui l'a battu est parti. ouais, ouais, ouais. Mais il a battu Francis quand même. Voilà. Cependant, c'était Yabel Luret. Ensuite, Francis l'a mis d'accord très rapidement. Mais ce que j'essaie de dire par là, c'est que euh, euh, quand on parle de Curtis, ses états de service sont monstrueux. Je ne sais pas si tu as des Il y a statistiques Tiboura, derrière voilà, toi. c'est ça. J'ai Tiboura. Donc, dans ceux qui sont actifs, il y a Shamil Voilà. Abdouragimov, Tiboura, et parmi ceux qu'on n'avait pas mentionné, Alexei Olenik aussi, qui a pris son KO. Attends, il a distribué à tous ces gens des KO. Hein. Ouais, C'est pas c'est qu'il ça. les a juste Oui, battus oui, de oui. manière gentille. Non, non. Il C'est a des fait du KO, là. subito automatique. Tu veux, tu prends, quoi. Si tu as faim, tu prends. Il a mis bien tout le monde. Et ce mec, bah, je suis fier qu'on ait pu éviter qu'il nous mette bien, tu vois. C'est pas mal, ça. Non, et puis surtout, t'en parlais, ça permet de rehausser la performance aussi plus globalement. Absolument. C'est que, en général, quand tu es le seul à suivre un mec qui a décimé la planète, ça te remet ça te donne un peu plus de force, tu vois ce que je veux dire. Euh, mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, c'est clair. S'il y avait un souci là, c'est lui qui prendrait l'avion, c'est lui qui, voilà. Et s'il y avait, je sais pas moi, il est bien classé. Mais Dana Il a White toujours l'a dit en échoué. plus. Hein. Dana White l'a dit, s'il y a un problème avec Cyril, il y a Derrick Lewis. Toi, tu penses qu'il est... Enfin, objectivement, est-ce que tu penses que tout sur Derrick Lewis est naturel ou au contraire, tu vois, il y a vraiment... Enfin, il y a je sais pas, quelque chose au niveau de la communication qui est derrière lui, parce que moi, c'est ce qui m'a surpris durant toute la Fight Week. Il a allumé Francis dès qu'il le pouvait, comme si, tu sais, il savait quelque part. Il savait qu'il est toujours dans le mix. Si ça se passe bien, il peut avoir un nouveau title shot, tu vois. Il est malin, il est très malin. Il voit le mal de loin. En gros, ce qui se dit, il n'a aucune certitude, personne n'a la certitude. Même Dana White n'a pas la certitude de ce qui va se passer. Tu as vu, on demande à Dana White, est-ce que John Jones sera le prochain à prendre le gagnant de Francis contre Cyril? Il dit, je ne sais pas. Parce que on ne sait jamais de comment l'avenir est fait sur le monde du sport de combat de manière générale. Et pourtant, on a déjà signé un contrat. Il y a une clause John Jones dans le contrat de Cyril. Mais cependant, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer entre les deux. Et je pense que dans l'idée de Lewis, c'est qu'il s'est dit, il n'y a pas 15 000 personnes qui traînent là-dehors. Moi, je vais juste soigner mes états de service et je traîne là-dehors. J'avais déjà des records. Je rebats encore le record du nombre de KO, du maximum de KO à l'UFC. J'ai mon passeport propre, j'ai ma vaccination. J'attends juste, si jamais il y a le moins de soucis, je prends le challenge. Ah, voilà. Il le sait que ça peut arriver. C'est comme ça la vie. Et donc, donc voilà, c'est une bonne chose de sa part. C'est vraiment un mec malin. Il gère bien sa carrière. Il se débrouille pas mal. Et il va finir à un moment donné par mettre la main sur la ceinture un jour. Alright, 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 alright. Bah, affaire à suivre en tout cas pour Derrick Lewis. Et sur cet événement-là, il y avait un vétéran du KSW, on va parler plusieurs fois du KSW dans cet épisode, c'est Gamrot. Toi, qu'est-ce que tu penses de Gamrot? Est-ce que tu te dis, 3 combats, 3 victoires cette année, la dernière la contre Ferreira, ça commence à devenir sérieux ou la catégorie est... Ouais, Si, ouais. ça commence à devenir sérieux. Il n'y a pas d'histoire de catégorie à l'UFC. Faut oublier ça. Ok. Faut oublier ça. Les gens qui racontent, oui, chez les filles, Manon est brille parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Chez les garçons, Cyril il brille chez les poids lourds parce qu'il n'y a pas beaucoup. Arrêtez. Allez briller aussi. Essayez, vous allez voir que c'est très, très difficile. Mais essayez juste. Regarde comment les gens se mangent des KO. Curtis Blade, enfin, à chaque fois qu'il veut essayer de briller, il se mange des KO. Et il y a toujours des gens qui te racontent, mais non, il n'y a rien, il n'y a personne. Mais comment ça se fait que Curtis Blade ne devienne pas champion alors que c'est l'un des meilleurs lutteurs qu'on ait jamais eu et l'un des meilleurs, les plus complets à l'UFC? Donc, non, je pense que Gamrot, aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un de solide. Déjà, son parcours, tu vois, qu'il a affronté avant d'arriver là-bas. Quand il était au KSW, qu'il a affronté, tu vois son parcours, c'est un monsieur. C'est un monsieur et je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on commence à respecter. En tout cas, moi, je pense qu'il va faire mal. Je pense que
Je pense il a encore une bonne marge de développement. Ouais. Alright, alright, alright. Bon, on va suivre ça avec attention. Et donc là, il y a OKSW, c'était hier. Saladin Parnasse a pris sa revanche. Donc victoire par décision unanime, il a cruisé vers la victoire. Toi, qu'as-tu pensé de ça? Est-ce que là, tu te dis maintenant, faut peut-être passer à l'étape supérieure, à savoir l'UFC? Ou, enfin, qu'est-ce que t'as pensé globalement de la performance et Ah, surtout, what's next? moi, j'ai toujours été un fan de tomber vers l'avant. Et donc, depuis le début, avant même qu'il ne perde sa ceinture, voilà, si ça ne dépendait que de moi, je votais pour qu'il aille à l'UFC. Et donc, plus que jamais, en fonction des clauses de son contrat, ce serait bien qu'il essaie de bouger. Franchement, euh, il faut savoir, voilà, même s'il faut trouver une clause, un arrangement avec le KSW pour les dédommager, mais le petit, il devrait bouger. Et voilà quoi. Il a fait une belle performance. En plus, Torres, solide, solide comme jamais. Attention, solide. Heureusement que, comme je dis encore, Saladin a une vitesse de fou sur le jab et sur le kick, son low kick et son high kick. Mais sinon, ça pouvait se compliquer. Hein. Ça pouvait se compliquer. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est Torres. C'était sa capacité à utiliser le bien. Il clinchait bien. Il n'est pas en contrôle de guillotine. Il ressortait, même s'il n'amenait pas au sol, il clinchait bien. Et ça, c'est un truc de maturité. Les gars ne l'ont qu'à un moment donné où ils sont matures. Les jeunes boxeurs, les jeunes combattants des MMA sont en mode blanc ou noir. C'est soit je suis complètement à l'extérieur et je touche tout le temps et j'essaie de ne pas être touché, soit je suis complètement à l'intérieur et auquel cas je lutte tout le temps et je ne fais pas. Et la maturité des athlètes commence quand ils comprennent comment utiliser le clinch pour éviter la boxe. C'est génial quand tu peux faire ça. Et il a fait ça très bien, Torres. Mais encore une fois de plus, dans tous les domaines, conditions physiques, rien à dire de la part de Saladin Parnasse. Même au 5e round, il pétait déjà en mode flashball. Non, on pointe. Le petit, il est bien. Il est bien, il est solide, il est assez rapide. Et encore une fois de plus, il y a un match comme ça, un match d'une ceinture d'un titre mondial qui est aussi serré. C'est bien, c'est très bien parce que même s'il gagne par décision unanime, c'est le fait que l'autre soit tout le temps dessus et ne lâche pas l'affaire, c'est très bien. Il a fait reculer Torres sur les 3 premiers rounds. Le 4e round, Torres le fait reculer de temps en temps. Mais vraiment un match très solide qui le consolide comme étant une valeur sûre. Je partage ton avis. Je pense que, enfin, pour moi, c'était on va dire, fallait avoir cette revanche-là pour qu'il n'y ait pas de point d'interrogation sur la rivalité. Puis maintenant, on passe à la suite, à savoir l'UFC. Bien. On a été extrêmement rapide finalement sur toutes les actus du moment là cette semaine. On a vu une question la semaine dernière qui venait par rapport à Ares Fighting Championship. Vous le savez, vous pouvez poser vos questions au King chaque semaine. Ça se passe dans l'espace commentaire et on sélectionne soigneusement les questions et puis Fernand y répond bien évidemment. Donc c'était Fabien Vallerata qui disait « Ares semble se réclamer d'une organisation internationale avec une communication entièrement en anglais. Cette stratégie a-t-elle été payante vis-à-vis de la billetterie, pay-per-view, écho dans les médias français, etc. » Deuxième question, quel bilan pour le pay-per-view d'Ares sachant que les Français n'y sont pas habitués? Alors, la stratégie d'avoir l'anglais chez nous comme étant la langue officielle. C'est depuis la genèse, en fait, d'Ares, dès le début, quand on a créé la ligue sur Vivendi. Le but, c'était d'être une ligue internationale qui avait son cœur l'Afrique et l'Europe, donc d'où l'expression ligue afro-européenne. Et donc, du coup, le but, c'était de voyager, de exporter, de vendre les contenus. Pour vendre les contenus, il faut que les contenus soient en anglais. Si on met une langue française, ça veut dire que les contenus ne sont vendus et ne restent qu'en France. Donc, dans l'idée de vendre les contenus, on les met en anglais et on traduit en sous-titres en français ou le contraire. Des fois, c'est pas un problème, mais en tout cas, il faut que
la langue qui est la langue la plus universelle sur le monde du business et le monde du sport de combat soit entendue ou lue quelque part sur tout ce qu'on a comme contenu. Donc c'est la raison pour laquelle on maintient ça et qu'on reste dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Ligue reste une ligue internationale qui a des ambitions super internationales même, mais avec les restrictions sanitaires, on fait un repli un peu comme on voit l'UFC qui est établi constamment à l'Apex à l'UFC parce que c'est là où on peut développer sans risque et puis de temps en temps, quand il y a un état qui permet de sortir, on sort. Et Oui. c'est pas un mal pour un bien, ça, justement. Parce que pour le coup, pour avoir été aux deux Ares, hein, voilà, j'ai vu les deux, je suis l'un des rares hein, à avoir fait les deux Ares, je trouve que le fait de s'établir en France, ça a un côté, tu vois, quelque part un peu communautaire, qui fait aussi que directement, tu vois, tu peux être construit une vraie base de fans qui va être, tu sais, peut-être fidèle pour ensuite. Je sais pas si Ça, tu c'est vois une ce que je veux découverte. dire. Ok. Honnêtement, ça, c'est une découverte. Je suis d'accord avec toi, mais je ne l'avais pas vu comme ça. Je ne le Hmm. voyais pas comme ça. Je vais être honnête, la raison pour laquelle on s'établit d'abord en France et qu'on vient se poser, c'était, les restrictions sanitaire du fait que si tu multiplies les voyages, tu prends les risques d'avoir un stop parce qu'il y a un nouveau variant de virus qui arrive et donc du coup tu ne peux pas voyager ou ton staff ne peut pas voyager ou tes combattants ne peuvent pas voyager. Deux, c'était de contrôler les coûts. Un événement d'ARES, c'est à la base, un événement d'arrêt, c'est 1,5 million par événement. Et que le Sénégal, l'Afrique du Sud, c'est on prend le matériel et les personnes qui travaillent en France, on les ramène à Dakar. On prend le matériel des personnes qui travaillent en France, on les ramène à Johannesburg. Ça fait beaucoup en termes de déplacement. Pour être honnête, il y a l'octogone qu'on a utilisé à Dakar au Sénégal, on ne l'a pas fait revenir, on l'a offert pour une œuvre caritative là-bas, pour les militaires à Dakar, parce que ça nous coûtait beaucoup cher de la rembarquer, de revoyager avec vers l'Europe. Donc, du coup, les déplacements, ça coûte cher quand même. Donc, on a dit on se rétablit si on attend que l'année 2022 passe. Ensuite, on se met à faire quelques voyages, notamment en commençant par la Belgique, puisqu'on avait un événement à faire là-bas, et ensuite on suit ailleurs. Cependant, on a une très belle découverte où on a eu ce contact avec le public qu'on n'attendait pas, ce truc-là, cette communion qu'on n'attendait pas. Enfin, honnêtement, je n'étais pas prêt j'ai été sur l'organisation de l'événement euh, en 2015 au cycle d'hiver, où on a fait un sold out, parce que c'est normal, le cycle d'hiver, c'est 1 200 places, quoi. Il y a pas grand-chose, quoi. Voilà, quoi. Je crois qu'en extension max, on peut arriver jusqu'à 1 800, un truc comme ça. Mais en tout cas, il y avait pas... Là, on avait un stade de quasiment de 3000 places. Et pouvoir vendre toutes les places, c'est génial. Et voilà quoi, je n'y attendais pas du tout, je n'étais pas prêt. J'ai eu un effet ça allait lentement et je ne savais pas combien de fois on avait du crédit, je ne savais pas ce qu'on attendait et ça a été violent. Que nous, on a été largement au-dessus de nos attentes. On n'attendait pas du tout ça comme raz-de-marée. On n'attendait pas ça comme ça. 2 jours avant l'événement, quand les personnalités euh, qu'on a vues sur le parterre, là, les quelques-unes qu'on a vues, parce qu'il y a beaucoup de personnalités qui ont voulu se pointer, il n'y avait plus de place du tout. Quand les personnalités ont voulu se pointer et qui disaient, OK, finalement, je me suis libéré, j'ai ceci, c'était trop tard, on ne pouvait plus rien faire. Mes chers collègues du service VIP, Julie et Kaina étaient débordés. Il n'y avait plus moyen elle me disait, on n'a plus de place, Fernand, on n'a plus rien, on peut pas. Et je dis, mais non, vous pouvez pas me faire ça. Il y a un tel, c'est une sommité. Elle veut être là et tout. Je dis, non, on n'a plus rien. Vraiment, il n'y a plus de place. Et donc, c'était une belle surprise. Tu vois comment tu vas à l'événement et puis, une semaine avant, tu es archi anxieux, tu es archi stressé. Et puis, les 2 jours avant l'événement à la pesée, c'était tout sourire. On n'en pouvait plus de sourire, quoi. Enfin, je n'arrivais pas à cacher mon sourire parce que
on m'annonçait des chiffres, on me disait, bah là, on est à 2005, là, on est à 2006, là, on est à 2007. Et tu dis, mais attends, on va remplir ce truc. Et avoir celui qui s'occupe de la salle du sport à Levallois aujourd'hui, Ibrahim Assoum, qui était une très grosse aide, la voir qui vient alors qu'on n'est même pas encore sur la même carte, on n'est que sur la moitié de la carte préliminaire et il vient mettre ses mains sur Benjamin et moi il dit putain, vous m'avez rempli cette salle, ça fait longtemps que le Valois n'a plus senti ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. C'était bizarre, tu vois, c'était bizarre, c'était une et puis vraiment il y a eu tous les éléments qui sont les éléments mesurables et quantifiables d'une réussite. On a eu la fédération qui était là, Lionel Brespin qui était là, avec tous les collègues de la Fédé qui étaient archi dithyrambiques sur ce qu'on avait fait, qui disaient des bonnes choses dessus. On a passé un bon moment. On a eu le spectacle qui est au rendez-vous. Moi, j'ai là, ça et là, des vidéos qui sortent où je suis un peu mal à l'aise parce que bon, je suis pas censé m'éclater comme ça et sauter comme ça quand il y a un événement qui est le mien. Mais j'ai vu des combats qui m'ont excité, qui m'ont réveillé, qui m'ont mis bien. J'ai vu le public aller chercher des manières d'encourager des fighters comme on voit sur les matchs de foot et tout. Il y avait tous les éléments. Et puis même le pay-per-view. Enfin, moi, quand on a déclenché le pay-per-view avec Dixon, honnêtement, je n'y croyais pas du tout. C'est que pour moi, le pay-per-view, ça ne marche pas. J'ai des vraies discussions avec Stéphane Téchi, qui est le monsieur pay-per-view de l'UFC. C'est un ami, il me donne des conseils, il me dit ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment faire, comment pas faire. Enfin, c'est monsieur, il n'y a pas un mec qui connaît autant le pay-per-view que lui. C'est que lui, il est l'indicateur. C'est lui qui dit à la direction, bon voilà, mettez un tel parce que je pense que lui, il va vendre. Mettez un autre tel, tu vois. Enfin, donc, il est un peu dedans et il me dit, franchement, c'est très difficile. Le pay-per-view, je pense pas que ça va... C'est pas un truc sur lequel vous devez miser beaucoup. Je pense que vous... Et puis au final, les estimations qu'on avait, on a été largement au-dessus de ce qu'on estimait. Alors, encore une fois de plus, je reste très modeste en vous disant, si on avait vendu 50 000 pay-per-view, je suis sûr que je vous l'aurais annoncé ici. Voilà quoi, je m'en vanterais, mais c'est parce qu'on a vendu. On est loin de là parce que le pay-per-view en France ne vend pas encore. Mais j'ai été vraiment satisfait de la tendance c'était au-delà de nos espérances. Et sur un premier événement sur le territoire, j'ai l'impression que Arès cherchait son public et le public français cherchait son événement et on s'est retrouvés. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé. De bon augure pour la suite, donc. Oui, de bon augure pour la suite, d'autant plus qu'encore une fois de plus, on pense comprendre ce qu'attend notre public. C'est pas de leur faire des matchs où on va arranger les personnes pour qu'elles aient des victoires facilement et que d'autres personnes soient, voilà, c'est pas, non. On a compris que le public voulait ces matchs-là où on n'a pas la certitude de qui va gagner. Moi, clairement, peu importe le fait que je ne dois pas faire de pronostics sur mes événements, mais je vais le dire honnêtement, j'aurais jamais cru que lui, Griezmann, battrait Ah oui, non. Emile Mick. Ah non, mais personne ne croyait à ça. Enfin, j'étais pas prêt. Oui, non. Voilà, voilà quoi, ça c'est compliqué. C'est clair. Voilà, on ne sait jamais ce qui va se passer et ces matchs-là c'est simple, hein. La politique sur laquelle on va me paraît correcte et j'ai l'impression qu'elle trouve aussi la demande des athlètes puisque sur 10 combats, on n'a eu que 2 combats qui sont allés à la décision. C'est ça. Les 2 combats qui sont allés à la décision, on aurait pu leur donner le combat de la soirée, d'Aguirre et Mavov contre Tona. C'était un combat, David Tona, c'était un combat fabuleux avec mon chapeau tiré aux 2 parce que d'un côté, on avait Dagui Mavov
qui était malade, même s'il ne veut pas en parler et qu'il évite d'en parler. Mais nous, on sait qu'il n'était pas bien, il n'était pas à son top. On avait David Tona qui est arrivé à dernière minute, qui a fait un très beau fight. Voilà, moi, j'ai été impressionné de tous les fights et toujours dans l'idée je pensais que la politique qu'on mettait en place le bonus offensif, je pensais que ça prendrait effet, que ça commençait à avoir ses produits dans 2, 3, 4, enfin, 5 événements, tu vois, le temps que les gens comprennent que, bon, si je dois gagner 10K et que je fais mon combat et que je le gagne à la décision, j'aurai que 10K. Et si je finis mon adversaire, j'aurai 20K. Je pensais que le temps que ça monte au cerveau, ça va prendre du temps. Mais on a l'impression que tout de suite, ils ont compris tout de suite c'est quoi l'enjeu. Du coup, on a des fights qui sont sérieusement offensifs, où il y a une volonté de terminer le combat. Et je suis d'autant plus heureux qu'il y a eu une actualité la semaine qui vient de passer là, avec Israël Adesanya qui a fait une sortie sur la prime, le paiement de l'annulation. Selon lui, il dit qu'il n'y a pas d'intérêt à avoir des win bonus et que ce qu'on devrait avoir, c'est des finish bonus. Exactement la politique qu'on a mis en place. Et avoir un code comme lui, un grand combattant de l'UFC comme lui, un champion du monde qui dit ça, ça me dit qu'on n'est peut-être pas loin de la vérité. Ok. Bon, bah, très bonne nouvelle en tout cas. Le prochain a déjà été teasé de toute façon pour la suite, hein. On en parlera les prochaines semaines. Pour le planning, parce que le King Energy de cette semaine, version XS touche à sa fin. La semaine prochaine, ce sera Fernand qui va on va distribuer nos awards de fin d'année. Donc les différents trophées King Energy. Attention, les yeux. Et puis on parlera peut-être d'autres actualités, hein. On verra un petit peu ce qui se passera. Vous le savez, on est sur absolument toutes les plateformes de streaming en audio. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et j'en passe. Merci en tout cas pour votre fidélité, bien évidemment. Ben voilà, à la semaine prochaine, monsieur. À la semaine prochaine, j'espère juste que nos auditeurs, nos habitués n'oublient pas la mission. 1 million, faut aller chercher 1 million. C'est pas normal qu'on n'ait pas 1 million sur la sueur. On va y aller, y a pas de souci. Allez, à la semaine prochaine. Let's go.